Ah, j'avais tellement trop envie de commencer mon podcast par cette musique. Nana, nana, nana. Putain, il y a des paroles en plus. Je pourrais même vous faire la chanson. Mingo mi. C'est en chinois ou quoi, putain? Babo. Nanana. Nanana. Putain, mais les images, j'avais oublié comme c'est trop beau le royaume. Nanana. Je suis encore en train de mettre une musique sans avoir acheté les droits. Sans avoir acheté les droits. J'en ai rien à foutre, putain. Oula, la que de gros mots. Et ben voilà, j'avais juste envie de mettre cette musique qui pour moi symbolise tellement l'arrivée de la vie d'un nouveau membre au sein de la famille. Voilà, le Roi Lion. Une grosse référence cinématographique. Et en même temps, j'ai envie de dire un des plus beaux dessins animés de tous les temps. Tant les messages spirituels sont grands. Je vais tout de suite vous prévenir qu'il va y avoir une introduction d'une minute 40 à ce podcast enregistré avec mes filles et je leur ai promis que je la mettrais. Je la trouve longue, je la trouve horrible, le son est complètement pourri, mais il va très bien avec le sujet de cette podcast. Bonne écoute à toutes et à tous et rendez-vous à la fin de ce podcast. Bonjour Youmatala et bienvenue dans l'émission de maman. Comment ça va ? Ça va très bien et toute la journée. Alors ça c'est super. Si ça va très bien toute la... pour tout petit. Tu chantes ? Tu chantes une chanson ? Non. Non, tu veux pas, d'accord. Qu'est-ce que tu veux nous raconter ? Là. Oui, dans le micro tu veux raconter quoi ? N'appuie pas trop. Ça va appuyer tous tes petits doigts. Qu'est-ce que tu veux raconter ? Sophie Aurore. Sophie Aurore c'est qui ? Toi. Moi je suis qui ? Sophie Aurore. Oui, je suis ta quoi ? Ma maman. Ouais. Mélina, tu veux venir dire quelque chose ? Attention, voilà ma petite fleur. Vas-y, là, tu peux parler, t'es assez près. Je sais pas quoi dire. Tu sais pas quoi dire ? Bah, dis bonjour. Bonjour. C'est qui ta maman ? Sophie Aurore. Quel âge t'as ? 5 ans. Ok. Bon, bah, tu vois, tu sais dire des choses. Ah, j'ai une idée. Si on se faisait ce qu'on fait, la ronde des compliments. Alors, on se dit chacun un truc gentil et on enregistre comme ça. Ok, 1, 2, 3. Je commence, je dis un truc gentil à Mélina. Tu es une fleur. À toi, tu dis un truc à ta soeur. Je t'aime très fort et très courageuse. À toi, tu dis à maman. À maman, et après tu diras à Mélina. À maman, qu'est-ce que tu veux lui dire ? Tu es courageuse et trop belle et trop belle. Je suis trop belle, bah ça c'est gentil. Toi, tu es intrépide. Intrépide. Et Mélina, elle est courageuse, trop belle et belle. Ah bah on est toutes belles avec Yuma. Et moi, tu me dis quelque chose ? Tu es ma fleur d'amour et je t'aime très très fort, très 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 fort. Voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus dans la vie ? Rien. Mouah. On va se entendre. Vous voulez vous entendre ? Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ça fait trop longtemps que j'ai pas enregistré un podcast. Ils ont beau sortir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. J'ai le sentiment que ça fait 1000 ans. Ce qui n'est pas du tout le cas. Bien évidemment, j'en ai encore enregistré un il y a 7 jours. Dans l'espace temporel de Sophie Auger, 7 jours, c'est une éternité. Et ça s'applique dans tous les domaines. Là, n'étant pas le sujet de ce soir, de ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous écouterez ce podcast, le bruit qu'on entend derrière, c'est moi qui suis en train de bouger dans mon canapé, puisque j'enregistre ce podcast depuis mon canapé. Ah, je suis tellement heureuse de vous retrouver. J'ai tellement de plaisir à les enregistrer, ces podcasts. Et en ce moment, je fais un travail d'introspection sur moi-même qui me pousse dans certains retranchements. Parallèlement à ça, j'ai 2 travails éditoriaux sur des projets de livres dont je ne peux pas vous parler pour le moment. J'ai aussi entrepris de me développer dans la thérapie par les cartes. Et voilà, je crée un petit peu
comment dire, elle n'arrive pas à trouver ses mots ce soir et elle n'a toujours pas commencé le sujet du podcast. Je développe un peu mon activité dans encore un autre domaine et visiblement je n'écoute pas les conseils de mon guide Charles. Qui est Charles? C'est une longue histoire, on en parlera quand on parlera un peu plus de spiritualité, qui me conseille de me recentrer. Mais je ne l'écoute pas. Il va me faire donc ses petites colères, j'imagine. Mon Dieu, dit comme ça peut être un peu bizarre. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'avais vraiment envie de développer un jour et le moment est venu. On se retrouve ce soir pour parler de l'adoption et plus particulièrement de mon parcours d'adoption, de mes questionnements de maman, des épreuves que j'ai vécues, de comment je vis ça aujourd'hui, comment mes enfants vivent ça aujourd'hui, comment notre entourage vit ça. C'est un podcast qui risque d'être long et comme beaucoup de mes derniers podcasts, au final, j'ai l'impression que on ne peut plus m'arrêter. Mes amis qui subissent mes vocaux sur WhatsApp, mes amis et pas que d'ailleurs, souriront sans doute quand je dis qu'on ne peut pas m'arrêter de parler. On va reprendre un peu le sujet depuis le début pour ceux qui arrivent et qui écoutent cet épisode sans connaître mon histoire. Moi, je suis maman adoptive officiellement depuis moins d'une année, ce qui est quand même incroyable puisque j'élève mes enfants depuis leur naissance pratiquement et que l'aîné va sur ses 6 ans et la petite dernière sur ses 3 ans. Mais tout ça s'explique, tout ça a une raison, tout ça a une justification. Voilà, tout ça s'explique. Je pouvais m'arrêter là, mais non, il a fallu que je cherche des synonymes. Pour vous expliquer un peu mon parcours, moi j'ai toujours voulu des enfants. Très tôt, j'ai voulu des enfants. Je crois que je le disais même dans un de mes podcasts précédents, si j'avais pu être mère à 14 ans, je pense que j'aurais fait un gosse à 14 ans. Dieu merci, en ce qui me concerne, hein, je ne juge pas les jeunes mamans, les mamans ados, hein, chacun a son parcours de vie et il a une raison d'être, mais Dieu merci pour moi, je n'ai pas eu d'enfant à cet âge-là parce que je pense que je n'aurais pas été en capacité de m'en occuper. Mais toujours est-il que j'avais un grand besoin de recréer ma famille puisque je ne me sentais pas à ma place dans ma propre famille. Et ça, c'est très très typique des familles dysfonctionnelles de ces gens qui ont envie d'avoir des enfants très tôt parce que ils ont envie de créer leur propre famille. Mais bon, je ne suis pas psychologue spécialisée, ni thérapeute, ni quoi que ce soit spécialisé en enfance et en troubles abandonniques, quoique j'ai largement de quoi développer le sujet. Toujours est-il que voilà, je voulais des enfants, la vie a fait que je n'en ai pas eu tout de suite, et puis j'ai rencontré mon ex-mari, qui lui ne voulait pas d'enfants du tout, et à l'époque, comme je pensais être très amoureuse de mon ex-mari, nous avons trouvé une sorte de compromis dans une activité salariale qui s'appelle famille d'accueil et que je déteste qualifier d'activité salariale puisque je considère que le métier de famille d'accueil ne devrait absolument pas être rémunéré et fonctionner sur la base du bénévolat. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc voilà, moi j'ai passé mon agrément pour devenir famille d'accueil. En gros, famille d'accueil, c'est un métier qui consiste à accueillir chez soi des enfants placés par des associations ou le système judiciaire le temps de les réintégrer dans leur famille ou de les placer en adoption pour certains rares cas. Le but premier étant quand même le retour dans la famille d'origine, même si bon, voilà, le sujet n'est pas là.
J'ai donc passé pour mon agrément pour être famille d'accueil. J'ai commencé à accueillir des enfants à la maison sur des courts, moyens et longues durées, des enfants incroyables qui m'ont appris beaucoup sur moi-même. Et un jour, j'ai eu un appel d'une éducatrice. En fait, je vais pas vous raconter tout ce schéma-là parce que ça risque d'être très long. Je vais essayer de faire de manière succincte. J'ai accueilli à la maison une petite fille qui s'appelle Mélina, qui est aujourd'hui ma fille et qui est arrivée chez moi. Elle avait 6 mois. Et voilà, c'était un placement qu'on supposait quand même déjà très long à la base, pour des raisons que je n'ai pas à développer ici, dans le respect de l'histoire de ses parents biologiques. Et voilà, c'était un placement qu'on appelle à temps plein, dans le sens qu'il n'y avait pas de retour les week-ends, ni de retour pendant les vacances, qu'il y avait très peu de contact avec les parents biologiques. Mais le peu de contact qu'il y avait était relativement positif parce qu'on était face à des gens qui avaient conscience de ne pas être à ce moment-là dans la capacité d'élever leur enfant et qui la préféraient la savoir dans une famille stable. Même si aujourd'hui, je suis pas sûre que le mot stable soit le mot le plus adapté à notre situation. Et tout se passait plutôt bien. Quand Mélina était toujours placée chez moi au moment où sa petite sœur est née. Mais on avait déjà des rapports très particuliers puisque sa maman biologique l'autorisait à m'appeler justement maman. Il y avait maman de cœur et maman biologique. Elle était un peu déjà dans un espèce de processus d'acceptation du fait que sa fille allait sans doute passer toute sa vie chez moi. Mais on était encore dans un espèce de placement. On n'était pas encore dans une adoption à ce moment-là. Puis sa petite sœur est née en février 2020, en février 2020. Et ça a été comme un espèce de déclic pour cette maman biologique, cette maman qui, très peu de temps après la naissance de Yumatala, donc qui est ma deuxième, nous a convoqués avec le papa dans les bureaux de l'aide à l'enfance afin de me demander si je voulais. Donc là, j'étais toujours mariée à ce moment-là. Mon couple était déjà bien branlant, hein. Mais voilà, là, il faut partir du principe qu'on est mariés. C'est important pour la suite de l'histoire parce qu'il va y avoir beaucoup de rebondissements par rapport à ça. Si j'étais d'accord d'adopter les deux petites filles, et bien évidemment, j'ai dit oui. La suite, elle est un peu, elle va être un peu difficile à présenter pour moi dans le sens que je ne sais pas comment les parties concernées pourraient réagir et quels risques je pourrais avoir. Mais toujours est-il que, voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont parce que faut arrêter de vouloir de vivre dans la peur de ce qui pourrait être dit et entendu. Mon ex-mari n'était pas disposé à l'adoption. Il s'y est pas clairement opposé, mais il a négocié un contrat sous seing privé chez le notaire pour dissocier en fait sa propre fille de l'époque de mes filles actuelles. En fait, je pense au jour d'aujourd'hui que mon ex-mari était prêt à adopter les enfants plus pour me faire plaisir que pour se faire plaisir à lui. Voilà. Je vais pas parler en son nom et puis je vais éviter de trop parler de lui parce que je voudrais pas me retrouver avec un procès pour diffamation. Disons que les choses de la vie ont fait que nous nous sommes séparés. Nous nous sommes séparés en mauvais termes, en très mauvais termes. Et quelques semaines avant le lancement de la procédure adoptive. Elle dit beaucoup la meuf ce soir. Et ça a été très compliqué pour le service d'adoption que d'accepter que
on se sépare, mais que je continue à me porter volontaire pour adopter mes enfants. Là, je suis rentrée dans de très longs mois, après les avoir élevés quand même pendant 3 ans pour l'aîné et plus de 6 mois pour la petite dernière. Je suis rentrée dans un espèce de parcours d'une année où j'ai dû faire mes preuves. Ce qui est aussi logique, c'est leur travail. Ils veulent être sûrs que les enfants ne vont pas se retrouver dans une famille. Parce qu'en plus, la séparation avec mon ex-mari s'est fait d'un coup. Ça a été assez violent. Il y a eu plusieurs échanges avec le service d'adoption, des mensonges, des manipulations, comme un couple qui se sépare dans de mauvais termes. Voilà, il faut dire ce qui est. Et bien évidemment, ça leur a pas donné une image très rassurante pour la suite. Donc voilà, pendant 1 an, j'ai dû me battre, et c'est vraiment le mot, me battre pour faire mes preuves et pour prouver que j'étais une maman apte à adopter mes filles. Depuis le 24 juin de l'année dernière, donc depuis le 24 juin 2022, je suis officiellement maman. Et si je ne veux pas trop m'étaler sur cette période très difficile, et j'ai vraiment envie d'insister sur le très difficile d'une année pendant laquelle j'ai dû prouver par A plus B que j'étais une bonne maman pour pouvoir garder mes enfants, avec une équipe du service adoption incroyable. Il faut préciser, ils ont juste fait leur job et ils ont fini par m'accorder la confiance que je pense bien mériter. Mais ce parcours était nécessaire pour eux et pour savoir que les filles étaient en sécurité. Mais ça n'a pas été simple et je n'ai pas été réellement aidée par les circonstances. Mais passons. Aujourd'hui, je suis maman, officiellement sur les papiers, mais dans mon cœur et dans mon âme, je suis maman depuis le premier jour où mes filles ont mis un pied chez moi. Je crois que cette petite intro de 13 minutes est suffisante pour à peu près présenter comment tout s'est passé et le déroulement de la situation. Maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet qui pourra résonner, je pense, chez beaucoup de familles adoptantes et qui n'ont rien à voir avec mon parcours à moi. Être maman, je vous invite un petit peu à écouter mon podcast qui se nomme Merveilleuse sur le sujet. Être maman, c'est pas un rôle de tout repos. C'est pour moi, à mon sens, un des plus beaux rôles de ma vie, mais ce n'est pas un rôle de tout repos. Surtout pour une personne comme moi, avec un niveau d'hyper-exigence vis-à-vis d'elle-même, qui fait que j'ai encore souvent le sentiment de ne pas être à la hauteur dans ce rôle-là. Et je suis même certaine, que le fait d'être maman adoptive me met une pression supplémentaire comparée à une maman qui a donné la vie à ses enfants. Dans le sens qu'en plus d'être leur maman, et d'avoir choisi de les adopter, de les avoir aimés depuis le premier jour, d'être prêt à donner ma vie pour elles, pas tous les jours. Il y a des jours où j'ai plutôt envie de prendre un avion et d'aller dans une île au Costa Rica et de ne plus les voir. Mais quand même majoritairement prête à donner ma vie pour elles. Je sais plus ce que je disais d'ailleurs. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, je parlais de la pression supplémentaire quand on est maman adoptive, parce que en plus d'être maman, on a, qu'on le veuille ou non, sur la conscience, le sentiment d'avoir un rôle plus important à jouer. En tout cas, c'est ce que je ressens et que d'autres mamans adoptives que j'ai rencontrées ont pu m'exprimer à ce sujet. C'est pas le cas de tout le monde. Mais on a aussi ce sentiment d'être redevable parce que j'essaye de formuler la phrase correctement. Alors, je vais parler qu'en mon nom. En fait, je vais parler qu'en mon nom. Ça résonnera de la manière dont ça doit résonner chez vous. J'ai le sentiment, je n'ai plus, mais j'ai encore parfois peut-être le sentiment d'avoir pris la place de quelqu'un d'autre et que je me dois d'être à la hauteur de ce quelqu'un d'autre. Une jeune femme
une jeune femme, parce que la maman biologique de mes enfants est beaucoup plus jeune que moi, une jeune femme m'a fait confiance au point de me laisser la responsabilité de la chair, de sa chair, qu'elle aime à sa manière, en faisant ce que je trouve être le plus beau des gestes qu'on peut faire, comprendre qu'on n'est pas en situation d'élever des enfants. J'ai envie de pleurer. Et de les remettre avec le plus grand amour et la plus grande des bienveillances dans les mains, dans le cœur, dans le foyer de quelqu'un d'autre. Et en plus de porter ma responsabilité de mère, je considère que j'ai une responsabilité vis-à-vis d'Angélique et Yannick, je peux les nommer, qui sont les parents biologiques de mes filles. J'ai un peu de mal à dire parents parce que parfois, on va pas se mentir, hein, j'ai l'impression que du coup, ça me met comme un second rôle. Et puis en même temps, c'est une réalité, selon la définition pure du dictionnaire, ils sont parents. Ils ont créé la vie, ils ont donné naissance à mes filles, ils sont leurs parents d'une certaine façon. Je trouve ça assez horrible d'utiliser le mot géniteur et génitrice, mais ça m'est arrivé dans certains moments d'employer ces mots-là par peur que l'appellation maman-papa pour eux prenne trop de place. Vous voyez, c'est intéressant. Je pense que mes collègues thérapeutes et les thérapeutes qui me suivent pourraient tirer des conclusions assez sympas de ce que je suis en train de dire. Voilà, il y a encore quelques jours, hein, je pleurais dans le canapé de ma fille en lui disant un truc horrible à entendre pour une petite fille de 6 ans. Tu ne me mérites pas, tu ne me mérites pas. J'aurais aimé être une meilleure mère, je ne suis pas la mère qu'il te faut. Ouais. Et il s'est passé un truc que j'ai envie de vous partager là et pour lequel Mélina m'a donné l'autorisation de partager. Ma fille s'est mise à développer une espèce d'eczéma sous les bras, sur le corps, etc. Et je me suis rendu compte d'une chose qui est assez violente pour moi, c'est que ma fille absorbe, comme tous les enfants sont des éponges, la détresse émotionnelle de sa maman, en ne comprenant pas pourquoi sa maman, qu'elle trouve extraordinaire, comme tous les enfants, ne se trouve pas elle-même extraordinaire en tant que maman. Si ça m'a foutu la plus grosse claque de ma vie, mais vraiment, je le pense, la plus grosse claque de ma vie, je me suis dit, quel message je suis en train de faire passer à ma fille ? Je suis en train de lui faire passer le message que même les gens les plus extraordinaires ne sont jamais à la hauteur. Quel niveau d'exigence je vais lui transmettre là ? Ça me fait penser à ma propre mère, d'ailleurs, qui est souvent en train de me dire qu'elle n'est pas une bonne grand-mère. Tu es une merveilleuse grand-mère, maman, je te le dis, même si tu n'écoutes absolument pas mes podcasts et ce qui fait que tu n'es pas une bonne mère. Je plaisante. Voilà. Elle arrive plus à parler, la fille. Elle arrive plus à parler, la fille. Elle fait des gros blancs dans ses podcasts. Et en plus, elle est obligée de couper parce qu'elle bâille. Je parle de moi à la 3e personne. Ça fera sourire Manon quand elle va entendre cette phrase. Donc déjà là, vous voyez, je pense qu'il y a quand même une espèce de résonance sur le principe de pression que je me mets. Ensuite, il y a un autre sujet que je veux aborder avec vous. Attention, je vous préviens, ce que je vais dire va sans doute choquer certaines personnes, va être difficile à entendre pour des mamans et des papas, ou même des enfants adoptés qui pourraient écouter ce podcast en se disant peut-être qu'ils auront des pistes. C'est des choses pour lesquelles j'ai demandé à mes enfants l'autorisation, bien sûr, de parler, puisque elles ont beau avoir 3 et 6 ans, elles ont quand même en droit de me donner l'autorisation ou non de parler d'elles et de ce qu'on a pu ressentir et de ce qu'on a pu comprendre. Moi, mes enfants, c'est 2 petites boules d'angoisse. Alors, ces 2 petites boules d'angoisse, parce que, elles ont des parcours de vie quand même bien particuliers, surtout l'aînée, qui
avant d'être adoptée, donc comme vous l'avez bien compris, a été placée pendant de longues années. Donc elle était dans un espèce de tiraillement entre moi, sa maman, et puis Angélique et Yannick, ses parents, où je suis, qui je suis, où je vais, pourquoi on m'abandonne, pourquoi on m'aime plus, pourquoi on me laisse, pourquoi on me trimballe, etc., etc. Ce qui fait que c'est une petite fille qui a tout le temps besoin d'être rassurée, qui a tout le temps besoin d'être câlinée, qui a tout le temps besoin d'être aimée, qui a besoin de beaucoup diriger, de beaucoup contrôler, qui est en état de vigilance permanente, qui est très fragile et pour lequel je pense je me fais beaucoup trop de soucis. Parce que cette phrase ne va pas plaire aux gens très cartésiens et très altruistes. Son âme a choisi de s'incarner dans cette vie-là et de vivre ça. Et je dois apprendre à lâcher certaines choses et à accepter qu'elle est là pour vivre ça et le transcender. Là, on parle sur un aspect beaucoup plus spirituel qui touche mes valeurs, mais qui ne résonnera sans doute pas chez tout le monde. Yuma, la dernière, ça a été très clair. Très vite, la décision a été prise. Très vite, elle s'est lancée dans un système d'adoption. Elle est arrivée... Alors, Mélina est arrivée dans ma famille, elle avait 6 mois. Donc, elle a fait avant 6 mois de pouponnière. Pouponnière, pour parler crûment, c'est une espèce de sorte de chose entre un foyer et un orphelinat. Voilà, on va pas prendre de pincettes. Elle avait beau être encadrée par des personnes merveilleuses, Julie, Sandrine, etc. Elle n'était pas pour autant dans un cadre de famille, de soins permanents, etc. Ils ont des dizaines d'enfants à gérer. Ces gens-là, ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et elle a reçu tout l'amour qu'elle pouvait recevoir avec les moyens qu'ils avaient dans cet établissement. Yuma, ça a été beaucoup plus simple. Le jour où elle est née, j'étais à l'hôpital. J'ai été à l'hôpital parce qu'elle est restée en néonate. Elle est née, elle faisait 1,8 kg, 1,9 kg. Donc elle est restée 3 semaines, 1 mois en néonate. Donc elle a tout de suite été en peau à peau avec moi, en contact, elle a entendu ma voix. On sent que cette petite fille de 3 ans, elle est beaucoup plus posée dans ses baskets. Mais, et oui, il y a un mais, il se passe quand même quelque chose, on ressent bien. En tout cas, je ressens bien, en fait. Je parle que de mon cas. Et encore une fois, j'insiste, mon histoire, l'histoire de mes enfants, la mienne, n'est pas l'histoire de monsieur et madame tout le monde, de toutes les familles adoptantes, de tous les enfants placés, etc., etc., etc. C'est l'histoire de mes filles et de leur maman. Je sens quand même que Yuma, voilà, le fait qu'elle était tout de suite prise en charge par moi, qu'elle était tout de suite en contact avec moi, qu'elle n'ait pas été trimballée, il y a une stabilité, un ancrage qui est quand même beaucoup plus profond chez elle. Ça en fait pas d'elle une meilleure enfant. J'aime mes filles au même niveau. Elles m'agacent au même niveau quand elles m'agacent. Je les admire au même niveau. Je me mets la pression au même niveau. Vous voyez là, rien que de vous parler, en fait, je suis assise en face de leur petit bureau qui est dans ma chambre, dans mon salon. Et je les visualise en train de dessiner et de me faire des cailloux avec des points et des coccinelles. Et vous savez quoi, j'ai envie de pleurer. Je me dis, mais quelle chance incroyable j'ai d'être maman. Quelle chance incroyable j'ai d'avoir adopté 2 merveilleuses petites filles. Et donc, on va aborder un sujet encore plus dur que ce que je viens de dire. Ça n'a pas été facile pour moi tout de suite d'accepter que j'étais maman. Déjà, la situation a fait que je ne savais pas trop bien ce que j'étais. Et quand je suis vraiment devenue maman, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps parce que déjà, physiquement, je ne me reconnais pas dans mes enfants. Et que pour moi, ça a été très compliqué. Ça ne l'est plus du tout, mais ça a été très compliqué de ne pas me reconnaître physiquement dans mes enfants. Dans le sens qu'elles ne me ressemblent pas. Alors, c'est 2 petites filles qui sont nées en France de parents français de type
de type européen comme moi. Hein, voilà, il y en a une qui est châtain aux yeux marrons avec la peau claire. Il y en a une qui est un peu plus blonde aux yeux marrons avec la peau claire. On pourrait aisément penser que ce sont mes enfants et que le papa est brun avec les cheveux très bouclés, puisque Mélina a les cheveux très bouclés et Yu Matala commence à frisoter un peu. Mais difficilement dans les traits du visage, forcément dans la forme du visage, dans la morphologie, voilà, ça a été compliqué pour moi de chercher pendant longtemps une ressemblance physique. J'avais l'idée qu'un enfant doit ressembler à son parent. Au final, j'en ai mais tellement rien à foutre, pardon, excusez-moi pour la vulgarité, parce que je me rends compte que je me suis mis des barrières toute seule. Je pense qu'inconsciemment, comme j'acceptais pas d'être mère, comme j'avais peur de pas être une bonne mère, je me cherchais des excuses. Voilà, elles me ressemblent pas, c'est pas mes enfants. Y avait un autre truc qui a été difficile aussi pour moi, c'est l'odeur. Mes enfants ont une odeur. Je trouve que chaque personne a une odeur qui ne me rappelait pas mon odeur. Et quelquefois, ça m'est arrivé d'être un peu en colère contre ça et de me dire, mais en fait, elles seront jamais vraiment mes filles puisqu'elles ne portent pas mon odeur. Je conçois parfaitement que ce que je suis en train de raconter peut choquer certaines personnes. Mais si je prends pas la décision d'être franche et sincère avec vous dans ce podcast, à quoi ça sert que je fasse des podcasts et comment ça va pouvoir aider les gens et les déculpabiliser de ressentir à certains moments certaines émotions. C'est des émotions. Elles sont passées, elles sont arrivées, je les ai reçues, je les ai accueillies, j'ai essayé de les comprendre et elles sont reparties. Aujourd'hui, j'en parle avec un certain détachement, mais je peux comprendre que ça puisse choquer certaines personnes et en même temps, j'insiste, si je ne le dis pas, qui va déculpabiliser ces papas et ces mamans qui adoptent et qui se posent mille et une questions et qui comprennent pas certaines de leurs réactions, qui se disent « Putain, mais je suis peut-être toute seule ou tout seul à penser ça. Je suis un monstre. » Non. Personne n'est un monstre. Personne n'est une horrible maman ou un horrible papa parce qu'à un moment donné, à un instant T, sur une période plus ou moins courte, plus ou moins longue, on se dit « Waouh, mais en fait... comment je reste, comment je deviens ce parent. » Vous voyez ? Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui me touche plus, auquel je fais plus attention. Quand je les regarde, je vois juste deux princesses. Franchement, ouais. Deux princesses merveilleuses qui mettent du soleil dans ma vie. Et c'est marrant que je dise qu'ils mettent du soleil dans ma vie parce que mes enfants m'ont permis de comprendre des choses incroyables sur moi. J'ai compris que ce désir d'enfant que j'avais tant, il n'était pas sain chez moi, encore une fois. Il n'était pas sain chez moi parce que je cherchais dans mes enfants à recevoir l'amour de mes enfants pour combler l'amour que je ne me donnais pas à moi-même et ou que je n'avais pas reçu à la hauteur de ce que j'attendais de recevoir. Et mes enfants m'ont permis de comprendre qu'on ne met pas des enfants au monde, on n'adopte pas des enfants, on ne devient pas parent pour recevoir de l'amour, on devient parent pour donner de l'amour. Et à partir du moment où on attend de nos enfants qui comblent un vide émotionnel chez nous, c'est qu'on est dans un dysfonctionnement. J'ai été dans un dysfonctionnement et je n'ai pas honte de le dire. Et mes filles, depuis 6 et 3 ans, me remettent en question chaque jour, chaque heure, chaque semaine, chaque mois, chaque année, sur mes propres blessures, mes propres failles, mes propres manques. Et je suis heureuse de dire qu'aujourd'hui, je ne cherche plus que mes enfants m'apportent ce dont je pense avoir manqué et que je suis là pour leur donner, je l'espère, ce dont elles ne manqueront jamais. Et bordel de zut de flûte, j'ai trop envie de dire bordel de mais je peux pas continuer à être vulgaire tout le temps. Qu'est-ce que je suis fière de moi d'avoir compris ça. Même si ça m'a pris du temps, c'est une belle victoire sur
sur la vie. Ouais, je crois que je vois pas d'autres mots. À présent, j'aimerais rentrer dans un sujet qui va être encore plus dur. Mais elle ne s'arrête plus, elle va dans ses abysses, la dame. Je voudrais vous parler du fait que, avec mon aîné, j'ai été, et je suis parfois encore, une espèce de psychopathe psychorigide, contrôlante et étouffante, que je travaille chaque jour à ne plus être, que je ne suis pas avec la petite dernière. Et qui d'ailleurs mon aînée ressent. Elle me l'a dit d'ailleurs il y a quelques jours. Elle m'a dit, tu sais maman, tu es plus dure avec moi que tu ne l'es avec Yuma. Et je l'ai fait féliciter d'avoir eu le courage de me dire ce qu'elle pensait et ce qu'elle ressentait. On dit souvent, c'est vrai qu'on est plus dur avec l'aîné qu'avec les suivants. Donc je pense qu'il y a déjà quand même quelque chose qui se rapproche d'une famille lambda. Mais j'ai parfaitement compris pourquoi je suis comme ça avec Mélina et moins avec Yuma. Déjà, parce que comme on vient de le dire, effectivement, on a tendance à être beaucoup plus dur avec le premier et plus laxiste avec le second, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses pour lesquelles on était particulièrement chiant ou chiante et qui n'ont pas lieu d'être. Moi, je suis et j'ai été, j'essaye de ne plus être particulièrement cadrante, dure, étouffante, ce que vous voulez, avec Mélie, du fait que j'avais peur, et j'ai parfois encore peur, que son parcours et la fragilité qu'elle possède de par ce parcours la rende... fasse d'elle une espèce de, entre guillemets, proie facile pour ce monde où j'ai longtemps considéré qu'il fallait être fort et dur pour s'en sortir, alors qu'en réalité, il suffit juste d'être plein d'amour envers soi-même pour que rien ne nous atteigne. Mais ça m'a pris très longtemps pour le comprendre pour moi, et entre-temps, Mélina est arrivée dans ma vie et j'avais pas réussi à tirer encore toutes ces conclusions, donc j'ai voulu... j'ai eu tellement peur qu'elle souffre à la hauteur de ce que j'ai souffert, sans jeter la pierre à qui que ce soit, je suis pas là pour faire le procès de mes parents. J'ai eu tellement peur qu'elle souffre à la hauteur de ce que j'ai souffert que je me suis jurée, et je l'ai dit d'ailleurs dans mon podcast sur La Merveilleuse, de ne pas être la mère que j'ai eue, tout en ne me rendant pas compte que je devenais justement cette mère-là. Et je ne suis pas en train de faire un procès à ma propre maman qui a elle-même son histoire et son vécu qui font qu'elle a été celle qu'elle était, et à qui je n'ai absolument rien à reprocher aujourd'hui. J'ai eu tellement peur que ma fille soit blessée, fragilisée, abandonnée, etc., que j'ai fait tout ce que je pensais être bon pour elle, l'endurcir, lui dire tu ne dois pas pleurer, relève-toi, sois forte, fais pas ci, fais pas ça, viens ici, apprends ci, apprends ça, range comme ci, range comme ça. Puis alors toujours avec cette espèce de voix de colonel de l'armée, mais qui m'insupporte et qui a hérissé d'ailleurs le poil de mes amis plus d'une fois. En pensant que en l'endurcissant et en étant constamment derrière elle à la manager, comme je vous le dis, comme un général, un colonel de l'armée, j'allais lui éviter le pire. Je ne me suis pas rendu compte que le pire c'était moi. Voilà, il faut le dire. Faut pas avoir peur de le dire, le pire c'était moi. Alors elle, avec ses yeux d'enfant plein d'amour, elle ne me voit absolument pas comme le pire, elle me voit comme la 8e merveille du monde, mais inconsciemment, qu'est-ce que je lui inculque en étant comme ça? Que tout ce qui a de l'importance et tout ce qui est censé être de l'amour, ça doit être dur, ça doit être rigide, ça doit être contrôlant, ça doit être obéissant, etc., etc., et au lieu d'être dans l'amour, dans la compréhension et dans la confiance, je lui montrais tout ce que je voulais pas qu'elle vive. Je sais pas si vous saisissez. Si vous saisissez, je vais pas réexpliquer.
Et petit à petit, le travail sur moi-même et les gens merveilleux qui m'accompagnent dans ma vie, je pense aux thérapeutes qui me suivent, à mes amis, et qui m'ont un peu ouvert les yeux sur celle que je suis, que j'étais, que je serai. J'ai compris en devenant plus douce avec moi-même et en apprenant à aimer le petit enfant qui est à l'intérieur de moi, que c'était pas comme ça qu'il fallait que je fasse. Si je voulais que ma fille soit heureuse, il fallait que je lui foute un peu plus la paix, que je la lâche, que je la laisse faire des erreurs, que je la laisse... C'est comme le fait que je voulais pas qu'elle s'habille d'une certaine manière, parce qu'elle avait toujours tendance à choisir des choses, mais que... Vous voyez, moi j'avais envie que ma fille, elle s'habille en jacadi, bon point... bon chic, bon genre, tu te fonds bien dans la société, tu ressembles à une petite fille modèle, alors qu'elle, c'était ces trucs horribles, là, la patte patrouille, les paillettes, les licornes, les poneys, les Barbies, tout ce que je ne voulais surtout pas qu'elle touche, parce que j'associais un peu j'associais un petit peu comment on va dire ça? Je perds mes mots. L'apparence à l'importance. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et j'ai fini par me déconstruire de ces codes, même si ça ne m'empêche pas de continuer, moi, pour ma part, à aimer, elle va y arriver, les belles choses. Je me suis rendu compte que mes goûts n'avaient pas à être les goûts de mes enfants, et ma façon de me protéger à travers certains codes vestimentaires n'avait pas à être ce que je devais transmettre à ma fille. Donc j'ai lâché sur ça, j'ai lâché sur la bouffe, le fait de toujours vouloir la forcer à manger tout et n'importe quoi, parce que j'avais surtout, c'est un tout petit gabarit, Mélina elle est toute petite. En fait, j'ai lâché sur plein de choses. Je sais qu'il y a encore plein de choses sur lesquelles je n'ai pas lâché et qu'il faut que j'apprenne à lâcher. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, être parent, c'est un apprentissage. Et ça ne touche pas que les enfants adoptifs. Mais je pense que ça a résonné beaucoup plus fort en moi parce que son parcours de petite fille adoptée me semblait, selon mon prisme, selon mon point de vue, quelque chose qu'elle devrait porter et gérer différemment, sans compter le fait que je suis une maman seule, donc qu'il n'y a pas de papa dans nos structures familiales. Et je me suis dit, mais ça plus ça, mais comment elle va s'en sortir? Comment elle va s'en sortir à l'école, dans ses activités, au collège, à la fac, dans la vie? Wouh! Cool, en fait. Son statut de petite fille adoptive ne la définit pas et ne définit pas le regard que les autres vont porter sur elle. Et j'ai fini par comprendre que la seule chose que je pouvais lui donner, c'est de l'amour et de l'amour d'elle-même. Lui montrer que maman l'aime et surtout lui apprendre à s'aimer elle-même en m'aimant moi-même. Vous voyez, parce que les enfants, on a beau leur dire « Ne fais pas comme maman qui est toujours en train de se rabaisser, aime-toi ». Non, ils s'en foutent des discours, les enfants. Ce qu'ils voient, c'est les actes. Donc si vous leur dites « Tu sais, ne fais pas comme papa et maman qui fument », ils voient quand même que vous fumez, donc ils ont quand même plus de probabilité de devenir fumeur plus tard que si vous ne fumez pas et que vous dites que fumer c'est mal, vous voyez. C'est un exemple un peu con vite fait, mais en fait je ne peux pas dire à mon enfant qu'il faut qu'elle s'aime si je lui montre que moi-même je ne m'aime pas et que je ne suis pas douce avec moi-même. Bref, j'ai fini par comprendre qu'il fallait que j'arrête de définir mes enfants par leur statut d'enfant adopté, que c'est juste des enfants. D'ailleurs, tout le monde s'en fout que mes enfants soient adoptés. Personne ne le voit, pour en revenir au point physique. Tout le monde me dit qu'elle me ressemble. Je vous jure qu'elle me ressemble pas du tout, mais c'est pas grave. J'adore quand on me dit que mes enfants me ressemblent. Et je crois que le secret est là, en fait. Le secret, c'est que, en fait, on est maman. On est maman, on n'est pas maman adoptante, on est maman. Point. C'est pas des enfants adoptés, ce sont des enfants. Point. Et on n'a pas à les surprotéger ou à les protéger plus que la normale de ce fait. On a juste à les laisser vivre leur vie. Vivre leur petite vie en les entourant d'amour, en leur expliquant les choses. J'ai toujours été, à ce sujet, j'ai toujours été très, très claire. Mes filles savent qu'elles sont adoptives, elles savent qu'elles n'ont pas grandi dans mon ventre, elles savent que pour le moment, il n'y a pas de papa dans notre vie. Jamais rien caché. Je connais des gens qui ont mis au monde des enfants
Voilà, je connais des gens qui sont tombés enceintes et dont le papa biologique n'est pas le papa avec qui elles ont fait leur vie et qui s'étonnent que leurs enfants développent certains troubles. Et je crois, sans jugement aucun pour ces personnes, parce qu'on fait toujours ce qu'on pense être le mieux pour nos gosses, je crois que les enfants ressentent, ils sont pas bêtes. Donc si j'avais dit à mes enfants, si c'était pas passé ce qui s'était passé, qu'ils n'avaient pas connu un peu leurs parents biologiques et tout, et que je leur avais dit non, c'est moi, votre maman, je pense qu'ils sont pas cons, les enfants. Ils auraient tout de suite senti qu'il y avait quelque chose et que je leur cachais quelque chose. Je crois que le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est de leur dire la vérité. Et puis d'accepter qu'on a des périodes où on est plus ou moins bon, plus ou moins mauvais, et de se pardonner et d'aller de l'avant. Voilà, le secret, c'est ça. Je vais faire une petite pause et je reprendrai ce podcast ou pas. Je vais déjà regarder depuis combien de temps je parle. Et donc, après constat et réécoute, je réalise que j'ai quand même fait le tour de tout ce que je voulais dire, de tout ce que je pense important sur ce sujet, bien qu'il y ait des milliards et des milliards de choses qu'on pourrait développer. En fait, je crois que j'avais surtout envie de démocratiser, mais je crois pas que ce soit alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire comme mot qu'elle n'arrive pas à trouver je voulais surtout que les parents adoptifs ou les parents tout court d'ailleurs, qui parfois se sentent oh purée, elle va bailler, elle va pas faire ça. Si, je baille. Alors là, non mais j'ai enregistré un podcast comme ça que j'ai dû couper où je baille tout le long. On peut dire que là, il est tard au moment où j'enregistre ce podcast, mais il y a rien de plus insupportable, je trouve, que de m'entendre bailler. Mais bon, tant pis. Voilà, je voulais surtout un peu déculpabiliser, ça y est, démocratiser, pas du tout le mot que je cherchais, déculpabiliser les parents, quand même plus les parents adoptifs que les parents tout court, sur ce parcours qui est pas toujours simple. Alors, on parle pas spécialement de l'avant, avant que l'enfant soit là, puisque moi, je vous l'ai dit, c'est pas la même chose qu'un parcours classique. Et justement, il y aurait beaucoup de choses à dire en France sur le parcours classique d'adoption. En France et sans doute partout dans le monde, d'ailleurs. Mais bon, c'est un sujet épineux dans lequel je ne veux absolument pas me lancer et qu'il y a d'autres personnes qui parleront de ça bien mieux que moi. Je voulais surtout un peu déculpabiliser les parents adoptifs qui parfois se posent des questions, parfois se mettent la pression, parfois ont des réactions qui n'ont pas à être les mêmes que les miennes, mais voilà, où on peut se dire mais merde, en fait, je fais mal le job, quoi. Je me suis lancée dans un truc et j'ai des réactions qui sont pas normales. Non. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. L'essentiel, c'est de se remettre en question, d'être honnête avec ses enfants, d'être honnête avec soi-même et d'accepter d'admettre qu'on fait pas toujours les choses bien et de se diriger vers ce qui pourrait être des solutions, des pistes. Je crois que le rôle de parent, de manière générale, et là on sort un petit peu du sujet tout en restant dedans, c'est de savoir se remettre en question. Voilà. Mais bon, ça a déjà été dit et redit dans mon podcast sur la merveilleuse. Là, je voulais vraiment parler de ce parcours de ce parcours qui m'a amené des questionnements que je n'aurais sans doute pas eu si j'avais conçu mes enfants. Au final, je suis tellement heureuse de vivre cette expérience. Je ne comprends jamais. J'ai du mal encore à entendre les compliments que je peux recevoir de ça, des gens que je rencontre ou des gens qui sont là avec moi depuis toujours et qui me disent « Mais Sophie, je crois que tu réalises pas en fait. T'es toute seule, t'es indépendante, t'as pas de revenus fixes, tu crées ta boîte, tu gères ça, tes enfants, tu te rends pas compte de ta puissance en fait. » Et ouais, je crois que je me rends pas compte de ma puissance et que c'est un beau travail que je suis en train de faire, de prendre conscience de ma puissance. Je suis une maman solo qui gère ses 2 petites filles, adoptives ou non, puisque on a dit les cases, ça ne sert plus à rien, tout en devant gérer son entrepreneuriat à côté. Et voilà, je suis une maman qui déchire, j'ai envie de m'auto-congratuler, j'ai envie de me faire un compliment.
j'ai envie de me dire que j'ai bien réussi l'adoption de mes enfants. Même si ça me gêne de le présenter comme ça, c'est le sujet du podcast, donc on va rester dans le sujet. Et puis, il faut pas non plus se cacher du fait qu'on adopte. Il faut pas non plus, faire comme si. Voilà, ouais, je suis heureuse et je suis fière parce que j'ai adopté les deux plus belles pierres précieuses que ce monde peut trouver. Et elles remplissent ma vie d'instants merveilleux. Et elles ne sont pas là justement pour m'apporter quelque chose. Elles sont là comme un plus. Et j'espère que je leur apporte tout ce dont elles ont besoin. En tout cas, je ne peux pas continuer éternellement à me fustiger parce que je crois que je réalise à quel point je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour donner le meilleur à mes enfants. Voilà, je crois que je vais conclure comme ça sur ce petit message d'amour de moi, d'amour de mes filles, d'amour de notre petite famille. Parce que ouais, on n'est pas une famille comme tout le monde, il n'y a pas de papa. Pour l'instant, j'aime bien insister sur le pour l'instant, parce que dans la loi de l'attraction, ça me fera peut-être venir la personne que j'aime. Voilà. Enfin, peu importe en tout cas. Ou pas. Peut-être que je serai toujours maman solo avec mes deux filles. Mais j'aime notre petite famille un peu atypique, de maman adoptive, seule, 3 petites nanas. On est chouette et on est heureuse d'être comme ça. Je crois qu'on est toutes très heureuses d'être comme ça. Et je crois qu'on a beaucoup de chance parce qu'on est aussi très très bien entourées. Bon, et ben on va terminer là-dessus, hein. Je pense qu'on a tout dit, enfin tout non, mais ce que j'avais envie de dire en tout cas oui. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Rendez-vous au prochain podcast. Je peux déjà d'ores et déjà vous annoncer le thème. Enfin, en tout cas, que ça ne sera pas un podcast solo puisque je partagerai ce prochain podcast avec mon collègue Adrien Malfroy, ostéopathe émotionnel, où on risque d'aborder des sujets sur le corps et sur l'émotion très, très, très intéressants. Voilà. N'hésitez pas, je vous le dis, je vous le redis, à vous abonner à la chaîne sur laquelle vous m'écoutez, à mettre des notes, à mettre des likes, à mettre tout ce que vous voulez. C'est important pour ma visibilité, c'est important pour le développement de la chaîne, c'est important pour son maintien. On ne va pas se mentir. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler autour de vous, à partager, etc., etc. C'est aussi pour ça que je donne de ma personne pour que ça serve aux autres. Voilà, je vous embrasse et je vous dis rendez-vous au prochain podcast. Merci de votre écoute. Et à présent, il est l'heure pour moi d'aller me coucher. À bientôt tout le monde.